traction au plan budgétaire, pour renouveler les cadres de gestion, bien, elle est inspirée, elle est induite justement par ce qui se passe ailleurs. Et au cours des dernières années, ben, on a vu que les pressions des marchés ont poussé plusieurs administrations publiques à annoncer des plans d'austérité drastiques, des plans de relance, des rachats de banques. Et de façon générale, ces mesures touchent aussi bien les particuliers et les entreprises avec des augmentations d'impôts et de taxes que l'appareil gouvernemental avec des baisses de dépenses. Le contexte mondial s'avère un puissant incitatif afin d'accélérer les changements dans nos façons de faire. Les ressources informationnelles représentent un poste important de dépenses au sein des ministères et organismes, incluant évidemment les réseaux de l'éducation puis de la santé. On parle ici de plus de 2,6 milliards de dollars qui sont consacrés annuellement aux ressources informationnelles et ces sommes sont en forte croissance. Et je vous rappelle aussi que 60% de ces sommes est affectée à l'entretien puis à l'exploitation des actifs informationnels, alors que 40% va ou est consacré à la réalisation de projets. Il faut gérer plus que jamais ces sommes de façon rigoureuse. De plus en plus important pour le gouvernement de disposer de l'ensemble de l'information relative aux activités aériennes pour induire une nouvelle dynamique, renforcer le cadre de gestion, améliorer les pratiques. Je suis maintenant rendu aux ressources humaines. Là aussi, il y a des enjeux déterminants qui posent à leur tour de costauds défis pour l'administration publique. Je vous dirais que pour moi, comme secrétaire du Trésor, mais aussi comme administrateur d'État, c'est l'enjeu numéro un. Il est plus que temps que le cadre de gestion des ressources humaines au gouvernement du Québec soit renouvelé, que nous donnions une impulsion nouvelle, dynamique, bon, je pourrais dire, parce que sur le marché de l'emploi, des employeurs, on n'est pas très compétitif. Le gouvernement du Québec, comme employeur, dans un contexte de départ massif à la retraite, il y a des enjeux démographiques, il n'y a pas juste le contexte budgétaire qui vient colorer, si on veut, la dynamique interne en matière de gestion des ressources humaines. Il y a plus de 11 000 départs à la retraite qui sont prévus d'ici les 5 prochaines années. C'est pas banal. Donc, on doit se positionner plus avantageusement. Ces départs à la retraite d'un personnel expérimenté, ben, elles entraînent une perte d'expertise. J'ai fait allusion tantôt. Il faut chercher à transférer puis à développer cette expertise-là parce que, en dernière analyse, on parle de quoi? On parle de la capacité des organisations à remplir leur mission. Il y a évidemment d'autres enjeux de mobilisation du personnel, et en particulier des cadres de l'État de plus en plus sollicités. On doit exercer notre métier dans des conditions qui ne sont pas faciles. Alors, en terminant, je vais vous dire, on pourra épiloguer là-dessus lors de la période d'échange, mais le secrétariat du Conseil du Trésor, il est évidemment directement interpellé par ces enjeux-là, par ces défis. Il est au cœur. Il doit même donner l'impulsion de par son rôle et de par son mandat. Et néanmoins, je tiens à vous dire en terminant que ça ne concerne pas ces défis et ces enjeux exclusivement que le secrétariat du Conseil du Trésor. Ça nous concerne individuellement et ça nous concerne collectivement. D'abord en tant que citoyens et contribuables, parce qu'on a tous le souci d'une meilleure gestion des fonds publics et on souhaite, j'ose le croire, le maintien de la qualité des services aux citoyens. Et en tant qu'employés de l'État également, et a fortiori comme cadre de ce même État, parce que nous sommes appelés à faire preuve de créativité, à faire preuve d'audace aussi pour renouveler les approches, proposer des solutions et mettre en œuvre des initiatives justement qui s'inscrivent dans cette préoccupation de mieux gérer les ressources au gouvernement du Québec. L'ensemble des efforts qui avaient été identifiés pour rétablir graduellement l'équilibre budgétaire ont été atteints pour l'année 2010-2011. La part du gouvernement s'est finalement soldée à 65%, a totalisé un montant total de 1,8 milliard. Donc, l'objectif qui était pour l'année de l'ordre de 62% a été dépassé. Il s'agit de maintenir la même rigueur, de continuer dans la même voie pour finaliser le plan. Ça ne sera pas facile. Ici, on voit, bon, ce que j'ai indiqué, c'est que si on n'avait rien fait, la première ligne, c'est on se dirigerait vers un déficit de 11,2 milliards.
Dès cette année, il faudra, en 11-12, atteindre 3 milliards et 6,9 milliards en 2013-2014. La croissance économique mondiale devrait être plus modérée qu'attendue en 2011 et 2012. On voit ici, effectivement, après la récession importante de 2009, où l'économie mondiale avait reculé de 0,7 %, on observait un rebond à hauteur de 5 % en 2010, et puis on s'attend à un ralentissement de l'ordre à 3,8 % et 3,9 % cette année et l'an prochain. Comment ça va se traduire sur notre croissance économique? On s'attendait en 2011 et 2012 à une croissance économique respective de 2 %, cette année 2,2 % l'an prochain. On a révisé ça à la baisse à 1,6 %. On a entendu depuis quelques jours certains dire que c'était optimiste. Néanmoins, par rapport à la moyenne du secteur privé présentement, on suit 10 prévisionnistes du secteur privé au Québec. Et puis, c'est encore, on est en deçà de la moyenne des prévisionnistes qui se situe à 1,7 % cette année et 1,8 % l'an prochain. Le déficit budgétaire pour l'année 2010-2011 a été revu à la baisse de 4,2 milliards qui était prévu au budget de mars dernier, était réduit à 3,2 milliards. C'est une amélioration de près de 25 %, qui est attribuable au fait que l'année financière s'est terminée un peu mieux au chapitre des revenus, parce que la croissance économique jusqu'au premier trimestre 2011 a été très bien. C'est au deuxième trimestre que ça a cassé, donc plus dans l'année financière 2011-2012, ce qui nous a permis d'engranger des revenus additionnels en début d'année pour terminer l'année 2010-2011. Le Plan Nord, c'est le chantier d'une génération. Ça se veut un projet exemplaire de développement durable qui intégrera le développement énergétique, minier, forestier, bioalimentaire, touristique et du transport, la mise en valeur de la faune ainsi que la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Il favorisera le développement au bénéfice des communautés concernées et du Québec tout entier, et ce, dans le respect des cultures et des identités. Le Plan Nord, c'est une démarche qui a impliqué environ 60 rencontres. Il y a plus de 450 personnes qui y ont participé à travers 11 groupes de travail qui représentaient les différents secteurs que l'on retrouve maintenant dans le Plan Nord, qui ont travaillé tant à établir le diagnostic pour chacun des secteurs d'activité ou chacun des éléments du Plan Nord, qui ont ensuite proposé des initiatives, proposé ce qui est devenu le premier plan quinquennal du Plan Nord. Les objectifs du Plan Nord, il y en a 4. D'abord, assurer le mieux-être et le développement des communautés, ce qui correspond à l'aspect social, quand on prend le fameux triangle de développement durable. Mettre en valeur l'immense potentiel économique du Nord québécois. Rendre le Nord accessible, qui est un chapitre qu'on a ajouté parce que toute la question de l'accessibilité au territoire est devenue un enjeu important de ce plan-là. Et veiller à la protection de l'environnement. Pour réaliser le plan, on se donne un coffre d'outils. Le premier élément, c'est de créer une société du Plan Nord qui aura pour mandat de coordonner les investissements publics dans les infrastructures stratégiques ainsi que dans le domaine social, de coordonner la mise en œuvre des projets inscrits dans le premier plan d'action quinquennal, de négocier le montage financier. Le cadre financier dont nous disposons pour réaliser le premier plan quinquennal, c'est 2,1 milliards de dollars, soit 1,2 milliard pour les infrastructures, 382 millions, donc près de 400 millions pour les mesures socio-économiques, 500 millions pour des investissements. C'est confié à Investissement Québec qui prendra des prises de participation. On s'attend à des retombées de l'ordre de 80 à 82 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années, des revenus fiscaux de l'ordre de 14 milliards de dollars pour le gouvernement du Québec. Ça suscite beaucoup d'intérêt des États-Unis, des pays européens, parce qu'il y a des ressources intéressantes à bénéficier là-bas. On espère que ça va susciter tout autant d'intérêt de la population du Québec.